Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Aide publique au développement, un couteau à double tranchant, c'est le thème du Grand Dialogue de ce soir. Soutenir une croissance économique des pays à revenus faibles et intermédiaires, améliorer les conditions de vie, fournir une aide humanitaire vitale, ce sont là les principaux objectifs de l'aide au développement. Selon des économistes, près de 60% des investissements publics sont effectués par cette assistance extérieure. Ces aides permettent-elles aux pays bénéficiaires d'amorcer un développement harmonieux? On en saura davantage dans ce grand dialogue avec nos invités. Sine Diarra, expert comptable et auteur d'ouvrages sur le développement. Dr Brahima Mamadou Kone, enseignant-chercheur et analyste politique. Modibo Mao Makalou, économiste. À la présentation, je suis Mrana Kilomaïga, invité, auditeur, téléspectateur. Bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. D'abord, on commence avec une question de tour de table. On commence avec vous, Dr Brahima Mamadou Kone. Qu'est-ce que l'aide publique au développement? Bon, l'aide publique au développement permet premièrement aux pays en développement ou en voie de développement de combler les déficits budgétaires. Parce que quand vous prenez nos États, en analysant la loi des finances, vous allez trouver qu'il y a toujours un déficit budgétaire. Il y a une partie de cette aide qui va pour combler le bénéfice budgétaire dans nos États, mais il y a aussi une grande partie qui va au niveau des investissements. Par exemple, quand on prend les questions énergétiques, les questions d'eau, les questions de développement durable, les questions d'aide humanitaire, il y a une grande partie de ces ressources de l'aide au développement qui sont allouées, bien évidemment, à ces segments de développement au sein de nos États. Donc, voilà un peu, en gros, ce que je pourrais dire pour l'entrée en matière. D'accord. Modibo Mawakalou, vous avez d'autres explications par rapport à l'aide au développement pour Brahima Kone. L'aide au développement permet de combler le déficit budgétaire des pays en voie de développement. Mais vous savez, la définition a été donnée surtout par le comité d'aide au développement de l'OCDE, l'Organisation pour la coopération et le développement économique, dont j'ai fut membre du groupe de travail de 2004 à 2012. Il s'agit de l'assistance extérieure en réalité, parce que certains appellent partenaires techniques et financiers, donateurs ou donneurs, les pays qui fournissent de l'assistance à d'autres pays pour parachever leurs objectifs de développement économique et de bien-être. Donc cela peut avoir comme exemple des dons, des prêts concessionnels, c'est-à-dire avec des taux d'intérêt très bas, en dessous des taux d'intérêt du marché, mais aussi des allègements pour la dette, mais aussi des prises de participation. Donc tout cela peut constituer de l'aide au développement. Mais spécifiquement, l'aide au développement consiste en trois choses. L'aide projet, donc ça veut dire que le donateur ou le partenaire technique et financier vient, il met en place une unité de gestion de projet pour exécuter un projet dans une durée déterminée. Donc cela se fait en dehors des systèmes et des procédures nationales. Et ensuite, vous avez l'aide programme, qui se fait, par exemple, un programme sur 10 ans dans l'éducation, dans la santé. Et ensuite, vous avez l'aide sectorielle. Donc, c'est l'appui à l'agriculture, l'appui à la santé, etc. Donc, c'est l'aide projet, l'aide sectorielle. Ça, c'est les différentes formes et l'aide de programme. Ce sont les trois sortes d'aides données comme définition par le cadre de l'OCDE. D'accord. Et vous, Sine Diarra? Oui, merci, M. Maïga. Et la notion d'aide au développement, je pense que c'est apparu dans les années 60 avec les indépendances. On a trouvé que le développement coûte cher. Il faut beaucoup de moyens financiers, beaucoup de moyens matériels. Il faut des ressources humaines de qualité. Et tout ça, les pays nouvellement indépendants devraient faire face. Et donc, c'est dans ces conditions que, comme il a dit mon voisin, il est apparu nécessaire de mettre en place des mécanismes qui puissent accompagner les pays nouvellement indépendants dans leur processus de développement. Alors, quand on regarde bien,
il a commencé déjà, il est en plein pied dedans, mon cousin. Alors, mais quand on regarde bien, et au début d'ailleurs, vous allez voir qu'il fallait faire l'aide à l'industrialisation. Vous allez voir que dans ce contexte, par exemple, la Youssou Labi a livré au Mali sa première usine clé en main. Le but, c'était d'aider le Mali à s'industrialiser à travers un transfert de technologie. Pareil pour la Russie qui a doté le Mali de la Socorro à main, donc usine clé à main, le Mali fabriquait des transistors. Le but, c'était d'aider le pays à l'industrialisation par le transfert de technologie. En matière de ressources humaines, on a trouvé qu'il faut aussi aider ces pays. Alors, ceux qui ont fait beaucoup de littérature, ils savent bien. Et au temps de la communauté économique européenne, il y avait ce qu'on appelle la bourse FAC, c'est-à-dire le fonds d'aide et de coopération. D'ailleurs, on va le dire beaucoup de fois, il est difficile de séparer l'aide de la coopération. Donc il y avait ce qu'on appelle les bourses d'aide et de coopération qui étaient destinées à former des cadres de qualité des pays nouvellement indépendants, des cadres qui seraient capables de conceptualiser leur développement économique et social. Mais voilà donc, c'est l'entrée en matière. Je pense que c'est un sujet très enrichissant et puis on aura le temps d'échanger avec mes co-débatteurs que je remercie beaucoup. D'accord. Vous avez parlé de l'aide à l'industrialisation. Comment parvenir à cette aide de l'industrialisation? Alors, c'est vrai qu'on s'est dit que l'activité économique, le secteur économique, quand vous le regardez, il est divisé en trois parties. Il y a ce qu'on appelle le secteur primaire, l'agriculture, tout ça qui permet de faire vivre les populations. À partir du secteur primaire, donc de l'agriculture, il va falloir transformer les produits, les matières premières en produits industrialisés. Et donc, ce qui donne le secteur secondaire, l'industrie. Et puis après, maintenant, le secteur tertiaire, c'est tout ce qui est service qui accompagne toute l'économie pour qu'on puisse distribuer et mettre les populations dans les conditions. L'industrialisation, aux indépendances, l'Afrique, on n'avait pas beaucoup d'industrie. Même si on avait, c'était peut-être des filiales d'entités implantées avec la colonisation, avec la fin de la colonisation et les indépendances, beaucoup ont été déboulonnés. Et donc, du coup, le champ industriel n'existait presque pas dans les pays nouvellement indépendants. On ne peut pas vivre que de l'agriculture. Il fallait transformer les matières primaires, transformer les produits agricoles en produits finis pour le bien-être des populations. L'aide à l'industrialisation, il fallait déjà mettre en place les usines. On n'a pas d'école. On n'a pas de sortants capables de mettre en place une usine. Il fallait des chefs de production. Il fallait de la mécanique industrielle. Il fallait beaucoup de choses pour mettre en place une industrie. Et là, beaucoup de pays ont aidé les pays industrialisés. Bien entendu, c'était au moment où la guerre économique en les pays n'était pas très très intense, parce qu'aujourd'hui, je crois que personne n'a aidé l'autre à se développer. Sinon, effectivement, le Mali a eu beaucoup de soutien en matière d'aide à l'industrialisation, de sorte que ce soit au niveau de la mécanique, que ce soit au niveau de l'installation, que ce soit au niveau de la formation des ressources humaines de qualité. Voilà. Docteur Brahma Mamadou Koné, quels sont selon vous les objectifs et les finalités de l'aide au développement? Vous savez, nous sommes des pays en voie de développement en Afrique, quand vous parlez de façon globale en Afrique, et surtout très particulièrement nos pays aujourd'hui en crise sécuritaire. Et les finalités de l'aide au développement, c'est permettre aux pays d'amorcer un certain nombre d'investissements publics. Parce que vous savez, quand il n'y a pas d'investissement public dans un pays, on ne peut pas créer de la richesse. Et quand on ne crée pas de la richesse, on ne peut pas créer des emplois. Et on ne peut pas créer les meilleures conditions de redistribution de cette richesse. C'est pourquoi, à l'entame de mes propos, je disais qu'il y a des segments pour l'aide au développement. Et quand vous prenez les projets de développement dont mon grand frère Mao faisait allusion, nos pays aujourd'hui ne peuvent pas se départir de ces projets de développement avec les filets sociaux qui permettent aux communautés de bénéficier d'un certain nombre d'accompagnements dans leurs activités génératrices de revenus, mais aussi permettre de mettre en place, il y a des partenaires qui interviennent, par exemple, dans la construction des centres de santé.
au sein de nos communautés. Il y a des partenaires qui accompagnent nos paysans, nos agriculteurs dans le développement des structures, dans le cadre des aménagements hydro-agricoles. Tout cela, c'est pour asseoir une certaine économie du développement. Mais pour aller loin, je vais parler sous le contrôle de Mao, qui fut pendant 10 ou 12 ans conseiller économique du président de la République du Mali. Vous savez, de 1992, après les premières élections démocratiques au Mali, que la plupart des infrastructures, à peu près 60% des infrastructures au Mali étaient financées à travers l'aide au développement, parce que nous étions les deuxièmes récipiendaires de l'aide au développement en Afrique subsaharienne après l'Éthiopie. Et le plus souvent, certains grands investissements de cette aide au développement partaient, les 60% partaient pour la construction des infrastructures. Je veux dire des infrastructures routières, les infrastructures physiques, les infrastructures énergétiques, les infrastructures d'adduction d'eau, mais aussi dans le cadre des aménagements hydro-agricoles à l'Office du Niger, qui est un potentiel aujourd'hui agricole pour le Mali. Et il était à la présence, il sait, le Millennium Account Challenge a permis au Mali, c'était une aide au développement, mais ça a permis au Mali d'étendre son parc aéronautique, mais aussi d'avoir de procéder à beaucoup d'aménagements au niveau de l'Office du Niger, Et vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes un pays agro-silvo-pastoral. Maintenant, qu'est-ce que nous en faisons de cette aide au développement? C'est la question fondamentale qu'on doit se poser aujourd'hui. Est-ce que cette aide au développement, une partie de cette aide au développement ne tombe pas dans des mains mafieuses? Quelle est aujourd'hui la traçabilité de cette aide au développement? Quand vous dites que nos pays ne peuvent pas se départir de cette aide au développement, l'aide au développement atteint-elle ses objectifs finaux? Pour moi, l'aide au développement a permis à nos États quand même d'amorcer une certaine dynamique socio-économique. Et moi, je faisais allusion par exemple à l'extension de l'aéroport, au projet Ayatollah, et d'autres projets d'aménagement hydro-agricole à l'Office du Niger qui ont augmenté aujourd'hui la capacité de production agricole du Mali en riz paddy. Donc ça, c'est déjà un bon segment en matière de croissance macroéconomique. La question fondamentale, comme je le disais, je viens là-dessus, c'est d'évaluer. Est-ce que cette aide au développement répond à nos besoins réels de développement? Ça, c'est la première question. Et deuxièmement, est-ce que cette aide au développement ne tombe pas souvent dans des mains mafieuses qui détournent ces ressources pour les utiliser autrement au détriment du développement socio-économique du pays? C'est ça qu'il faut voir. Mais je dis qu'il faut revoir aussi les conditionnalités en matière d'aide au développement. Il faut revoir ce qu'on appelle en matière de gestion et de management de projets, les cartes stratégiques. C'est-à-dire l'élaboration du cadre stratégique pour un projet de développement. Il faut faire des études de faisabilité. Il faut faire un diagnostic pour voir est-ce que ces projets que je vais implanter dans cette communauté ou dans ces pays, est-ce que réellement ce projet répond aux besoins de développement? Et si ce n'est pas le cas, il faut revoir un peu les objectifs et les résultats attendus des projets. Mais à mon avis, quand on regarde, peut-être lui, l'économiste de souche, il va rentrer dans les détails, mais quand on regarde le déficit budgétaire dans nos États, en réalité, nous ne pouvons pas nous départir de l'aide au développement. Il y a d'autres qui pensent que c'est possible, ça c'est à un autre niveau, mais moi je parle en tant qu'universitaire, pas en tant qu'homme politique, pas en tant qu'activiste et vidéoman, mais de 1992 à 2018, je sais que le déficit budgétaire du Mali était comblé par l'aide au développement, à travers l'Agence française pour le développement et à travers l'Union européenne. Donc c'est des aides qui nous permettent d'amorcer une certaine croissance macroéconomique. Mais il faudrait aussi évaluer la traçabilité de l'aide au développement. Il faudrait aussi évaluer l'aide au développement en fonction de nos objectifs de développement socio-économique et en fonction de nos objectifs en matière de croissance macroéconomique. Maintenant, l'expert l'aîné Séné parlait de l'industrialisation. En réalité, l'aide au développement nous a permis d'avoir des aménagements hydro-agricoles à l'Office du Niger pour augmenter notre capacité de production et de productivité. Mais aujourd'hui, la question de fonds, dans un pays en sous-développement, en crise, il faut aller vers la transformation structurelle de l'agriculture. C'est-à-dire qu'il faut implanter aujourd'hui des mini-industries, des micro-industries, des grandes industries qui vont transformer nos matières premières sur place. Et quand on transforme les matières premières sur place, on crée de la plus-value, on crée de la richesse et on crée des emplois
bien évidemment pour les jeunes. Il est aussi valable pour le secteur minier aujourd'hui. Et ça permet aussi de pouvoir faire des investissements, des grands investissements à moyen et à long terme. Quand vous prenez le Mali aujourd'hui, où je ne parle même pas du Mali, la plupart de nos États en crise aujourd'hui, quand vous regardez, nous avons une partie de nos territoires où nous assistons à une réduction de la pression fiscale. Ça veut dire que les zones qui sont contrôlées pour la plupart par des forces terroristes, ou les zones où il y avait les crises, où les populations n'ont pas assez de moyens, l'État n'arrive pas à faire le recouvrement, n'est-ce pas, de la fiscalité. Et c'est un manque à gagner pour nos États. Et mieux encore, vous le savez que sous le président Ibeka, quand on nommait Boubou Cissé comme Premier ministre, en ce moment, les 32% des ressources fiscales étaient allouées à l'effort de guerre. Mais vous avez quoi encore pour faire le développement? On n'avait plus rien pour faire le développement. Donc voilà en gros ce que je pourrais dire. D'accord. Docteur Koné s'interroge sur la traçabilité de l'aide au développement. Vous avez défini l'aide au développement comme une assistance extérieure. Est-ce cette assistance extérieure est-elle coûteuse pour les contribuables? Je vais aller dans la foulée de ce que mon cadet, le docteur Koné, vient de dire, et aussi de l'aîné, M. Diarra, expert comptable de haut niveau. D'abord, pour revenir à l'indépendance, lorsque nous sommes devenus indépendants le 22 septembre 1960, il a été élaboré un plan de développement qu'on appelle le plan de développement économique et social, qu'on appelle aussi le plan quinquennal, sur la période 1961-1965. Donc, l'idéal, c'est d'avoir une vision adossée à un plan de développement, au moins quinquennal. Et vous savez, la difficulté avec nous au Mali, depuis la crise multidimensionnelle de 2012, c'est qu'on a toujours fait des plans intérimaires. Ce n'est que depuis 2019 que nous avons pu faire un plan quinquennal encore. Donc ça, c'est la difficulté. Mais lorsque l'aîné Diarra parlait de l'industrialisation, mais dans ce plan de développement économique et social, le premier partenaire, c'était l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques. Le deuxième partenaire, c'était la France. Le troisième partenaire, c'était la Chine. Et le quatrième partenaire, c'était le FED, Fonds européen de développement à l'époque. Donc, pour vous dire que une fois que vous avez un bon plan de développement, maintenant, les partenaires peuvent vous assister. Donc, 40% de ce plan de développement était financé par l'extérieur. L'idéal, c'est que vous financiez vous-même votre développement, mais que l'assistance extérieure soit un appoint. Deuxièmement, le Millennium Challenge dont il a parlé, le docteur Koné, moi j'ai été le point focal de ce projet au niveau de la présidence de la République. Nous avons obtenu 240 milliards de francs CFA de dons des États-Unis, du gouvernement des États-Unis. L'objectif c'était quoi? C'est de lever les contraintes à l'investissement. Donc nous avons quand même planifié de faire des périmètres irrigués à la Tona, la route Gomakura-Tombouctou, et aussi l'aéroport, en faire un hub pour la sous-région, puisque nous sommes un pays continental. Mais maintenant, aussi, pourquoi nous avons besoin de l'aide publique au développement? De l'indépendance à aujourd'hui, nous avons toujours connu ce qu'on appelle un déficit budgétaire. Ça veut dire que nos dépenses budgétaires ont toujours été supérieures à nos recettes budgétaires. Donc, l'écart entre les dépenses et les recettes, il faut les financer. Soit vous empruntez, soit vous comblez cela avec l'assistance extérieure. Avant la crise multidimensionnelle de 2012, comme le docteur Koné l'a dit, jusqu'à 20% du budget du Mali, à partir du mois d'octobre, on était sur l'assistance étrangère. Octobre, novembre, décembre. On recourait qu'à l'assistance extérieure pour finir l'année. Et 60%, donc 20% du budget provenait de l'assistance extérieure. Et au moins 60% des investissements publics, comme il l'a dit, les routes, les infrastructures. Il a parlé de l'Union européenne, comme on était le deuxième. Si on enlevait même l'assistance humanitaire, nous étions le premier partenaire de l'Union européenne, environ 1 milliard d'euros chaque année. Ça nous a permis de faire des infrastructures conséquentes. Mais en dehors de cela, nous avons travaillé surtout au niveau du comité d'aide au développement de l'OCDE, dont le Mali faisait partie, parce que nous avons participé à rédiger ce qu'on appelle la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide en 2005. Et donc, il s'agit de voir si l'aide est efficace.
Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que nous pouvons retrancher les coûts non productifs de l'aide? Si un pays dit qu'il a donné 100 francs au Mali, est-ce que le gouvernement du Mali a reçu 100 francs? Donc nous avons mené, j'ai eu l'honneur et le privilège de conduire une étude pour l'OCDE ici en 2006 pour la mise en œuvre de la déclaration de Paris, et on s'est rendu compte que 40% de l'aide que les partenaires au développement avaient dit qu'ils avaient donnée au Mali, le gouvernement ne l'avait pas reçue. Donc on parlait de 500 millions de dollars. Quand on a vu dans les comptes publics, il n'y avait que 300 millions de dollars. Ça ne veut pas dire que l'aide a été détournée, mais ça veut dire que ces partenaires ont financé autre chose au nom du Mali que le Mali ne sait pas nécessairement. Donc c'est pour cela, quand j'ai parlé de 3 sortes d'aides, cela est possible. L'aide projet. Si un partenaire vient implanter un projet chez vous, il monte une unité, il nomme un directeur de projet, il prend des cadres très compétents dans l'administration, ils sont là, ils sont grassement payés, et ils opèrent en dehors des structures de l'administration pendant 5 ans et ils ont des résultats. Mais le gouvernement ne voit pas la couleur de cet argent. Mais c'est venu au nom du Mali. Donc c'est pour cela, nous, dans la déclaration de Paris, on a dit qu'il faut réduire l'aide projet et qu'il faut aller vers l'aide budgétaire, que ce soit l'aide budgétaire sectorielle, c'est-à-dire que ce soit la santé, l'éducation, dans les secteurs que le partenaire choisit, mais selon nos directives à nous, ou l'aide budgétaire totale. Donc là, on met dans le pot commun parce que c'est le budget national qui définit les priorités nationales. Donc si vous voyez le projet de loi de finances 2025, la priorité c'est la défense et la sécurité, c'est 25% des dépenses budgétaires. Ensuite, vous avez les enseignements à presque 18%. Donc ce sont les 2 priorités de l'État malien. Donc si un partenaire vient mettre de l'argent dans le budget du Mali, ça permet à l'État du Mali de financer ses priorités. Parce que les partenaires peuvent avoir des objectifs qui sont différents de ceux du pays qui est récipiendaire. Donc généralement, c'est à travers l'aide projet qu'on exécute ce genre de projets, à travers l'aide, l'assistance humanitaire aussi et l'aide d'urgence. Vous avez dit que le Mali avait reçu 240 millions de dollars des États-Unis. Non, 240 milliards. 140 milliards de dollars. 240 milliards de francs CFA. Voilà, des États-Unis. Est-ce que cette aide a-t-elle eu un impact sur la croissance et le développement? C'était ça l'objectif, mais le coup d'État de 2012 a fait que les travaux qui avaient commencé à l'aéroport, on a été obligé de restituer les fonds. L'aéroport n'était pas terminé et l'année fiscale aux États-Unis termine en septembre. Le coup d'État a eu lieu en mars 2012. Les travaux qui ont été faits à l'aéroport, le gouvernement américain a coupé les fonds et on a restitué le reste du don. Et l'État a été obligé de se réendetter pour terminer l'aéroport Modibo Keïta à Sénou. D'accord. Alors, il y a une centaine de pays pauvres bénéficient d'allègements des dettes publiques sur plus de 600 milliards de dollars dans le cadre d'accords avec le FMI, Fonds mondial international et la Banque mondiale. Cette croissance, cette réduction des dettes conjuguée à l'aide publique a-t-elle un impact sur la croissance et le développement? Alors, merci M. Benga. Mais je voulais revenir un tout petit peu sur ce que les jeunes frères ont développé, parce qu'avant de revenir à votre question, et l'efficacité de l'aide a toujours fait débat. Toujours. De 1960 à nos jours, quand vous prenez les chiffres, nos pays ont bénéficié des milliers de milliards de dollars. Et pourtant, on a l'impression que le développement n'est pas amorcé. C'est vrai. Alors, est-ce que l'aide est efficace alors? Est-ce que c'est l'aide qui n'est pas, qui n'est pas efficace ou c'est les hommes qui dirigent J'arrive. Parce que pour que l'aide soit efficace, il faut, parce qu'il y a beaucoup de conditions, mais on peut citer grosso modo 3 grandes conditions. Il faut que l'aide ne peut pas être la ressource principale. Absolument. L'aide vient suppléer une gêne de trésorerie, un manque d'argent à un moment donné. L'aide vient compléter un gap. Mais on ne peut pas fonder son développement sur l'aide.
Et quand vous regardez de 1900 jours, tantôt, on a l'impression, d'ailleurs, c'est de là-bas que vient la frustration, hein, on a l'impression qu'on veut nous aider du bout de la main, on ne nous aide pas. Les gens, les pays bénéficiaires ont tendance à croire qu'on ne les aide pas beaucoup, on les aide du bout des lèvres. Donc, il faut d'abord que l'aide soit minime, soit une suppléance. Ça ne peut pas être la ressource principale de développement d'un pays. Cela n'est pas possible. C'est pourquoi les inscriptions budgétaires interminables, là, chaque année, on inscrit, on prévoit qu'on n'aura pas d'argent, qu'il faut aller tendre la main. Ben, il y a deux conséquences. Ben, le premier élément, la première conséquence, c'est que, bon, je pense qu'on perd un peu notre liberté d'action, hein, parce qu'il y a tellement de conditions à ces aides-là qu'on a du mal à se défaire dès qu'on les prend. Ah bon? En deuxième chose, il faut que l'aide vienne pour nous aider dans un projet conçu par nous-mêmes. Et quand le projet est conçu ailleurs, il a parlé de l'aide-projet, mes jeunes frères ont parlé de l'aide-projet. Mais quand le projet est conçu là-bas dans des berres vitrées, là-bas à la Banque mondiale, à l'IDA, quand les aides multilatérales, tout ça, et on va vous dire, faites comme ça, ça va marcher. Et dans ce projet, vous allez voir qu'il y a une grosse ligne qui s'appelle assistance technique. Par le biais de cette ligne, l'essentiel aussi des ressources retourne encore là-bas. Oui. Alors, donc, globalement, l'un dans l'autre, il y a beaucoup de frustrations que les pays bénéficiaires soulèvent et qui sont des réalités. Il a dit, M. Makalou, la déclaration de Paris de 2005 voulait éviter que les pays donateurs ne s'ingèrent pas dans le choix des projets à financer. Dès que c'est eux qui disent faites ça et non pas ça, l'aide est biaisée. Alors, la troisième chose, c'est quoi? C'est que l'aide doit être bien utilisée, le bon usage de l'aide. Et je suis d'accord avec mes prédécesseurs. Il ne s'agit pas d'avoir une masse d'argent, il s'agit d'avoir comment elle a été utilisée, cette masse d'argent. Si elle a été utilisée à acheter, à payer les salaires, à la fin du projet, vous n'aurez rien. La preuve, quand vous allez vous fêter les livres de nos pays, il y a des milliers de projets qui ont été initiés, mais allez-y aujourd'hui au site du projet, il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Oui. D'accord. Voilà. Donc globalement, c'est un peu. Je vous dis que votre question, c'est de dire que est-ce que les fonds, les abandons, c'est ça, non? Oui. Est-ce que ça permet de la croissance? Ça permet. Ces aides-là ont un impact sur la croissance et le développement? Pas évident. Pas évident. Je vais vous donner un chiffre. En 2013, quand le Mali sortait de sa grande crise, les partenaires du Mali se sont réunis à Bruxelles. C'est ça. À l'époque, M. Boubou Sissé était Tata Ly. M. Ly était le Premier ministre. On a prévu pour le Mali 2 millions de dollars, d'euros, je pense. Ou 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros au Mali. Mais si vous convertissez ce chiffre, M. Maïga, ça vous fait 1960 milliards de francs CFA. Est-ce que le Mali a reçu ça? Mais non, on va lancer des chiffres, ça va booster la croissance, on va abandonner, ça va booster la croissance, ça va créer des emplois. Mais au fond, quand vous regardez dans les écritures comptables, moi je suis comptable, dans les écritures comptables, vous voyez que ces milliards-là, je vais vous dire, les pays l'ont fait comment? Le pays numéro 1 dit, moi vous me devez tel million, vous ne payez plus. Est-ce que c'est du cash qui est revenu? Non. L'autre pays va vous dire, moi vous me devez tel montant, ne payez plus. Est-ce que c'est du cash? À cause de ces annonces? Oui, tout à fait. Les gens ont fait des promesses à Bruxelles pour ça. Donc, c'est vous dire que c'est que les abandons de dettes à rembourser, tout ça, ne créent pas forcément de la croissance, parce que le fonds est déjà consommé. D'accord. L'aide n'est pas efficace, pourtant les pays ne peuvent pas se départir de cette aide selon vos explications. Cette aide permet-elle aux pays d'assurer leur propre développement au regard de ce qu'on vient d'annoncer? Non, en fait, l'aide au développement peut permettre aux pays d'amorcer un développement socio-économique durable si elle est utilisée à bon escient, s'il y a une certaine traçabilité.
Et deuxièmement, si l'aide répond aux priorités de développement d'un gouvernement, d'un pays donné. En fait, j'aime cette phrase de l'ancien ministre de la Culture, Aminata Dramane Traoré, qui dit que l'aide au développement a contribué souvent à appauvrir nos populations. Et voilà l'explication qu'elle donne. Elle dit, quand vous avez des projets qui sont conçus ailleurs, sans tenir compte vos vécus, votre géographie, vos économies, vos cultures, et on vient vous les imposer pour vous dire, nous avons réfléchi à votre place, appliquer le projet. Il dit que la plupart de ces projets échouent. Maintenant, ce que le grand frère, l'aîné Makalou, disait, en fait, l'aide au développement, comme il le dit, ça fait partie, par exemple, les allègements de dettes, ça fait partie. La levée des fonds sur le marché financier régional et international, ça fait partie. Mais vous savez, le problème de nos États, c'est que dans certains États africains, comme je dis, je ne parlerai pas du Mali, vous trouverez que l'aide au développement est utilisée pour financer l'appareil d'État non productif. Ça arrive des cas où des États ont des problèmes avec les partenaires parce que l'aide au développement est utilisée pour l'entretien de l'appareil d'État. Donc ça ne peut pas répondre aux aspirations de développement d'un État. Maintenant, si on veut réduire l'aide au développement, on veut réduire l'aide au développement et aller avec nos ressources propres, il y a des solutions à ça. Il faut rationaliser les ressources publiques en commençant par la réduction du train de vie de l'État. Quand on fait une réduction du train de vie de l'État à travers des mesures d'austérité drastiques, ça permet à l'État de rationaliser des ressources publiques allouées au secteur prioritaire. Quand vous prenez nos États, par exemple le secteur de l'éducation, le secteur du développement rural, le secteur des infrastructures, le secteur des infrastructures et le secteur des investissements, ça permet à l'État d'amorcer un certain nombre de développement socio-économique. Mais il faut que nos États travaillent aussi sur le train de vie de l'État. En fait, vous ne pouvez pas demander l'aide au développement. Est-ce que réellement, monsieur le journaliste, nos États, est-ce que nous avons besoin en Afrique de l'Ouest d'avoir un gouvernement de 20 personnes? Je ne vois pas de raison. Non, il faut faire l'adéquation. S'il vous plaît. Il faut faire l'adéquation par rapport aux l'aide au développement pour nos besoins de développement et pour voir aussi comment nos ressources internes sont utilisées. Est-ce qu'en Afrique de l'Ouest, avec des populations de 20 à 25 populations, est-ce que nous avons besoin de 20 ministres? Non. Si on veut réellement faire un développement, si on veut vraiment investir, faire des investissements publics, il faut réduire les trains de vie de l'État. D'accord. Il faut revoir. Vous gardez la parole juste après cette capsule. L'aide internationale favorise-t-elle la dépendance plutôt que l'autosuffisance? Antoine Laïs Garcia, directeur de l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement, se prononce sur la question dans une interview accordée à Sekou Gadjugo, rédacteur en chef de Studio Tamani. Notre modèle de coopération, ce n'est pas un modèle hiérarchique où on vient et on impose, où on dit c'est comme ça qu'on fait les choses. On écoute d'abord, on regarde les besoins qui sont évoqués par les gens dans le territoire et on essaye de travailler. Bien sûr, parfois il y a des grandes crises où les gens ils ont besoin d'assistance. Je parlais des inondations tout à l'heure. Là, on a fourni à travers la Croix-Rouge malienne. On a fourni une aide, parfois une aide alimentaire, l'abri dont les gens avaient besoin, mais ça c'est les besoins humanitaires immédiats. Nous, ce qu'on veut, c'est des solutions durables et on travaille par exemple dans le domaine de l'agriculture, pas seulement dans l'aide alimentaire à des populations démunies, mais on essaie de créer la résilience de les communautés pour que ça soit eux-mêmes, par exemple dans des chaînes de valeur agricoles, qu'on crée des vraies opportunités. Personne n'a envie de dépendre de l'aide et c'est pas en tout cas notre approche. Nous, on croit à une coopération qui est moins fondée sur l'idée de l'aide et plus sur les partenariats. Pour nous, ce qu'on fait, c'est vraiment un investissement qui a un retour et qui doit avoir un retour pour les populations. Et dans tous nos projets, on essaye de créer des solutions durables. On travaille avec des institutions pour créer des capacités qui restent dans les pays, qui ne dépendent pas d'un projet qui finit dans le temps et puis tout le monde part. Mais pas des solutions imposées, des solutions durables, mais des solutions que vous proposez avec les partenaires aussi au pays.
Ce n'est pas même des solutions qu'on propose, c'est des solutions qu'on imagine avec nos partenaires. Les développements imposés, ça n'existait pas. Et il n'y a aucun pays du monde qui a trouvé le développement durable à partir des solutions imposées ou qui viennent de très loin. Ok, alors certains pensent aussi que l'aide internationale sert surtout à défendre les intérêts des pays donateurs, comme le contrôle des migrations et la lutte contre le terrorisme, par exemple. Qu'est-ce que vous répondez à ceci? Bon, je pense que la lutte contre le terrorisme ou les migrations bien gérées, c'est dans l'intérêt de tous les pays. Ce n'est pas à l'intérêt des pays européens ou des pays soi-disant donateurs, c'est aussi dans l'intérêt du Mali. Et je pense que nos projets, nous, on ne fait pas des projets, disons, sous la gestion des frontalières, où on est une agence de coopération, on ne fait pas la coopération en matière de sécurité pour faire face aux menaces terroristes ou extrémistes. Mais on pense que quand on investit dans le développement, dans la prospérité, dans la paix, et on travaille des projets humanitaires qui travaillent aussi sur la résilience, sur la paix, sur la médiation, la résolution pacifique des conflits. Et je pense qu'on investit dans un pays stable, un pays qui gère son propre destin, un pays en sécurité. Il n'y a pas de développement sans sécurité et il n'y a pas de sécurité sans développement. Et quelque part, les deux choses sont reliées. Ce n'est pas notre métier, disons, de travailler dans l'ordre public, mais on pense que les projets de coopération qui sont bien désignés, qui répondent aux attentes, aux besoins des populations, ça crée de la sécurité, ça crée de la stabilité, ça crée de la prospérité. Et ça, c'est bon pour les Mali, et c'est bon pour les voisins et pour les pays partenaires. Il ne faut pas voir, je pense, des intérêts confrontés. Il ne faut pas avoir des intérêts confrontés. On crée des brèches opportunités. On essaye des solutions durables. Nous croyons à une coopération moins fondée sur l'idée de l'aide, explique Anton Leis Garcia, directeur de l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement. Il disait tout à l'heure que personne n'a envie de dépendre de l'aide extérieure. Qu'est-ce que vous retenez de ces explications? Non, avant de répondre à cette question, je voudrais revenir un peu en arrière. Vous connaissez l'histoire du Rwanda. Vous savez, Paul Kagame est venu à la tête du Rwanda en 1994, où il n'y avait que le désespoir. Le Rwanda n'avait pas assez de ressources. Mais c'est un pays qui s'est construit sur la base de l'aide au développement. Parce que le Rwanda a eu la chance d'avoir un certain Paul Kagame, qui a su utiliser les ressources de l'aide au développement pour amorcer un développement socio-économique, pour amorcer une certaine croissance macroéconomique. En 2012, en 2020, je veux dire, j'ai suivi une interview du président Kagame sur TV5 Monde. Il a dit quelque chose qui m'a beaucoup impressionné. Il dit, quand je venais dans mon pays, il n'y avait que de l'espoir, il n'y avait que de l'amertume. Mais nous avons travaillé sur la base de l'aide au développement que nous avons reçue, nous avons su utiliser pour nous développer. Il dit que nous avions, à l'époque des ministres, chaque mois, je leur donnais un sac de manioc, un sac de mil, de l'huile, et ils n'avaient pas de salaire. Il dit, mon premier gouvernement, les gens ont travaillé 2 ans sans salaire. Il dit, mon ministre des Affaires étrangères dormait dans le bureau. Et chaque mois, les militaires partaient remettre un sac de riz, un sac de maïs, et puis un bidon d'huile à sa famille. Mais il dit, nous avons su utiliser l'aide au développement pour nous développer. Ce que je dis, c'est important. Quand vous bénéficiez de l'aide au développement, il faut qu'il y ait une traçabilité dans les chiffres comptables. Qu'on sache qu'est-ce que nous en avons fait de cette aide au développement. Je ne dis pas que nous ne pouvons pas nous départir, mais je parle du moment actuel. Aujourd'hui, pas le Mali seulement, en Afrique de l'Ouest, c'est difficile qu'un pays puisse se départir de l'aide au développement. Si le pays le fait, ça va être compliqué, la gestion du développement, parce que nous ne sommes pas des pays qui ont des ressources financières illimitées. Mais je dis une fois de plus, il faut une bonne gestion de cette aide au développement pour qu'il y ait une efficacité, une efficience et puis une certaine effectivité dans l'utilisation des fonds. C'est sur la base de ça qu'on peut vraiment
se développer. Modibo Mao Makalou, vous venez d'écouter Anton. Qu'est-ce que vous retenez de ces explications? Oui, pour revenir sur ce que l'aîné avait dit par rapport à la coopération technique et la comptabilisation de l'aide et la coopération technique, conférence de Bruxelles, j'étais présent ici, à Bamako, j'ai suivi de très près les annonces qui ont été faites. Il faut faire extrêmement attention. L'aide publique au développement, c'est un processus. On prépare l'aide, on achemine l'aide, on exécute l'aide et ensuite on comptabilise l'aide. Mais c'est la comptabilisation qui pose problème. Et ça revient au problème de ce que le Dr Koné disait, la traçabilité. Comment comptabiliser l'aide de manière fiable? Ce n'est que le comité d'aide au développement de l'OCDE, Organisation pour la coopération et le développement économique, 32 pays membres de l'OCDE constituent le comité d'aide au développement, qui ont des données complètes, fiables, transparentes et comparables. Parce que chaque agence de développement peut te donner ces chiffres. Donc ça va être difficile de faire la comparaison entre les différents chiffres. Mais l'aide publique au développement en 2023, c'était 258,4 milliards de dollars. Et l'Afrique n'a reçu que 42 milliards de dollars. Et sur cela, l'Afrique au Sud... Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans les chiffres que vous annoncez. Vous avez parlé de milliards encore, ou de millions? 258,4 milliards. Voilà. 258 milliards et demi. D'accord. 4. Voilà. Bon, donc l'Afrique n'a reçu que 42 milliards. Et l'Afrique au sud du Sahara n'a reçu que 36 milliards de dollars. Et la grande partie de cette aide est partie dans le pays que vous devinerez, l'Ukraine. Hein. Donc l'assistance extérieure est en grande partie allée là-bas. Mais maintenant, nous, ce qu'on a fait concrètement au Mali ici, sous l'égide du président de la République à l'époque, Amadou Toumani Touré, paix à son âme, c'est qu'on a décidé quand même que le gouvernement allait piloter son aide au développement. Il a parlé du président Kagame, j'ai travaillé avec son équipe. D'ailleurs, nous étions les deux Sherpas dans la conférence de Busan sur l'efficacité du développement, le conseiller du président Kagame et le conseiller du président ATT que je fus. Donc maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il faut coordonner l'aide au développement. Et cela veut dire que le gouvernement doit parler d'une seule voix et que l'ensemble de l'État, les différents ministères, les différentes structures de l'État doivent se parler et parler d'une seule voix. Et ensuite, on demande aux partenaires au développement d'harmoniser leurs procédures. C'est la seule manière de pouvoir avoir une aide efficace. Comment, selon vous, pouvons sortir de cette dépendance économique de l'aide extérieure? L'idéal, c'est de sortir. Il ne faut jamais dépendre de l'aide au développement. Mais les circonstances peuvent faire que l'aide d'urgence, l'aide humanitaire peut venir. Mais comme je l'ai dit, à la suite de l'aîné, M. Diarra, il faut que ce soit de l'appoint. Il faut un plan de développement, il faut se baser sur ses propres ressources, compter sur soi-même d'abord, et maintenant le complément peut venir soit des prêts, soit des emprunts, soit de l'assistance extérieure. Mais il faut que ça vienne compléter. Mais ce qu'il a dit par rapport, je vais terminer sur ça, par rapport au Rwanda, mais il y a certaines aides que le Rwanda n'accepte pas. Mais quand vous leur donnez, ils disent non, ça n'est pas dans notre plan, on n'en a pas besoin. Mais il y a des pays, tout ce que vous leur donnez, ils prennent. Et après, ils ont des difficultés pour gérer. D'accord. Comment mobiliser les ressources internes, notamment les recettes fiscales, pour ne pas dépendre de l'aide extérieure? Alors, merci. Je suis absolument d'accord avec l'intervenant, M. Antoine. Anton, alors, qui dit que personne ne veut vivre de l'aide. C'est pourquoi je dis, je suis pas d'accord avec les inscriptions permanentes des lignes de subventions d'aide permanemment dans nos budgets depuis 60 ans. Il y a problème. Et dire qu'on va se sortir de ça, c'est pas possible. Alors moi je pense qu'aujourd'hui, la fiscalité intérieure et la fiscalité extérieure, les fiscalités de porte, peuvent être bien aménagées, peuvent être organisées pour que le pays maîtrise bien ses recettes fiscales et douanières et puis pouvoir se départir petit à petit de l'aide publique au développement. Sans cela, toute aide prise sans discernement, ça revient à une dépendance infinie et on n'aura jamais la liberté d'agir qu'on cherche. D'accord. L'aide au développement est-elle une nécessité ou pas? Dans le contexte actuel, c'est une nécessité. Dans le contexte actuel. Mais maintenant, si nous voulons nous départir de l'aide au développement, je reviens encore à la question
il faut réduire le train de vie de nos États. Il faut moderniser la mobilisation de nos ressources fiscales. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui font des activités dans le secteur informel au Mali qui ne sont pas répertoriés dans le fichier national des impôts. Travaillons à moderniser nos finances publiques, travaillons à rationaliser nos ressources publiques, travaillons à lutter efficacement, surtout contre la corruption dans nos États. Si on parvient à réussir ce pari, petit à petit, peut-être que nous ne serions plus de ce monde, mais peut-être nos petits-enfants. Il nous reste 9 secondes et ils veulent réagir. Pour compléter ce qu'il vient de dire, c'est que 98% des unités économiques au Mali sont informelles et 95% des emplois sont informels. Donc il faut élargir l'assiette fiscale, comme le grand frère l'a dit, et c'est cela la voie. On doit mobiliser les ressources internes et externes pour financer le développement. C'est sur ce mot de Modibo Mao Makalou que prend fin ce grand dialogue qui réfléchissait sur l'aide publique au développement et un couteau à double tranchant. Et nous étions avec Sine Diarra, expert comptable et auteur d'ouvrages sur le développement, Dr Brahima Mamadou Kone, enseignant-chercheur et analyste politique, Modibo Mao Makalou, économiste. À la présentation, c'était Imrana Kilomega. Merci de l'avoir suivi. À demain pour un autre débat.